c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut! Et voilà, on se retrouve comme annoncé à la fin du dernier épisode pour discuter de ce second livre de Saifedean Ammous, intitulé Les talons fiat, un ouvrage qui vient étendre l'analyse livrée par l'auteur dans son best-seller, Les talons Bitcoin. Et puis cet étalon fiat, il est devenu aussi assez rapidement un autre livre de référence pour les bitcoiners. C'est vraiment une lecture que je te conseille. Et donc l'objectif, là, dans les minutes qui viennent, ça va être de t'en donner un avant-goût et puis te donner envie de le lire. Et donc pour mémoire, le précédent épisode qui était consacré au premier livre, j'en avais lu le résumé écrit par l'économiste Philippe Erlin. Et ben là, on va procéder exactement de la même manière. Je vais lire le résumé de l'étalon fiat, pondu encore une fois par Philippe Erlin, publié sur le site Économie Matin FR fin août 2022. Et puis ensuite, je partage avec toi quelques réflexions personnelles. Alors, petite remarque, les deux épisodes sont en fait assez indépendants. Il n'y a pas besoin à tout prix d'écouter le premier pour profiter de celui-ci. Mais tu trouveras l'épisode d'aujourd'hui sans doute d'autant plus enrichissant que tu auras pu t'imprégner de l'esprit de l'étalon Bitcoin. Donc je te laisse décider, on y va. Après avoir présenté l'étalon Bitcoin, abordons le nouveau livre de Saifedean Ammous, L'étalon fiat, paru en traduction française en mai 2022 chez Consensus Network, en anglais en 2021. La raison d'être du livre. Saifedean Ammous consacre son livre à la monnaie fiat, c'est-à-dire le dollar, l'euro, les monnaies étatiques à travers le monde. Monnaie fiat fait référence à fiat lux dans la Bible, que la lumière soit, indiquant ainsi que ces monnaies sont créées sur simple volonté, sans aucune contrainte avec la planche à billets, par opposition à l'or, dont on extrait seulement environ 3000 tonnes par an, et au Bitcoin, dont la quantité est prévue par son algorithme et sera limitée à 21 millions d'unités. Nous en sommes à 19 millions. Le livre sort lors du 50e anniversaire de la décision de Richard Nixon de supprimer la convertibilité du dollar en or, le 15 août 1971 exactement, une date symbolique. Ammous part d'un constat. Il faut étudier la monnaie fiat parce qu'elle continue de fonctionner. Malgré ses défauts, elle domine encore quasi complètement les échanges, alors essayons de comprendre pourquoi. Mais l'originalité du livre consiste à comprendre les monnaies fiat à partir de Bitcoin. Entre la propagande incessante de ses partisans et les dénonciations de ses détracteurs, ce livre tente d'offrir quelque chose de nouveau, une exploration du système monétaire fiat en tant que technologie d'un point de vue technique et fonctionnel, en soulignant ses objectifs et ses défauts. Page 5. Vendabilité dans l'espace, vendabilité dans le temps. Il explique cette performance de la monnaie fiat par sa vendabilité dans l'espace. Carl Menger définit la vendabilité comme la mesure dans laquelle un bien peut être mis sur le marché sans décote significative de son prix de marché. Page 85. C'est le grand avantage des monnaies fiat, leur capacité à effectuer des paiements sur de grandes distances
et a ainsi accompagné l'essor du commerce international, alors que la vendabilité d'une pièce d'or diminue avec la distance car le coût de transport augmente. Page 88. L'apparition des banques a résolu ce problème, en stockant l'or et en émettant des lettres de change, des chèques, des virements, des billets indexés sur l'or qui, eux, voyagent aisément. Seulement, un risque est apparu, celui des réserves fractionnaires. La quantité d'or papier excède l'or physique détenu, avec tous les risques d'insolvabilité et de faillite bancaire que cela comporte. L'or, lui, possède une excellente vendabilité dans le temps, c'est-à-dire qu'il garde remarquablement bien sa valeur sur 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Celui qui en possède est assuré de maintenir son pouvoir d'achat, ce qui n'est pas le cas des monnaies fiat à cause de l'inflation, on le voit en ce moment. Bitcoin, lui, possède les deux. Une très bonne vendabilité dans le temps, sur le long terme cependant, par-delà sa volatilité, et une excellente vendabilité dans l'espace. Payer à son boulanger ou à l'autre bout du monde, c'est pareil pour la blockchain. Voilà pourquoi on peut être optimiste à terme sur son succès. Comme le note Amos, l'étalon Fiat a véritablement été un grand pas en avant pour sa vendabilité dans l'espace, mais un énorme bond en arrière sur sa capacité à maintenir sa valeur dans le temps. Page 9. Soit le contraire de l'or, mais la proposition de valeur du Bitcoin ne consiste pas seulement à être plus rare que l'or, mais aussi à être beaucoup plus transportable. Le crédit à la base des monnaies fiat. La monnaie fiat est inséparable du crédit qui a progressivement remplacé l'étalon or. Entre 1914 et 1971, le système monétaire mondial a effectué sa transition progressive de l'étalon or vers un étalon fiat. Page 33. La différence avec Bitcoin est fondamentale. Dans le réseau Bitcoin, seules les unités de monnaie qui ont déjà été minées peuvent assurer le règlement des transactions. Avec la monnaie fiduciaire, le crédit du gouvernement permet à des promesses de remboursement futur de prendre la forme de monnaie au moment de l'octroi du prêt, permettant à l'emprunteur et au prêteur d'avoir tous deux accès à plus de ressources financières qu'auparavant. Le réseau Fiat crée davantage chaque fois qu'une entité autorisée par le gouvernement accorde un prêt. Page 34. Amos dénonce la facilité apportée par les réserves fractionnaires. La seconde grande qualité de l'étalon Fiat, la première étant sa vendabilité dans l'espace, réside dans la toute-puissante capacité conférée aux banques de fonctionner via un système de réserve fractionnaire, une pratique douteuse consistant à détenir des dépôts à vue sans disposer de leur valeur correspondante en espèces. Page 96. Regardons les choses du point de vue de Bitcoin. Amos explique que les institutions financières minent les nouveaux jetons du réseau, le Fiatcoin, par un processus obscur, centralisé, manuel, risqué et aléatoire, le crédit. Page 38. Et ce lien, indissoluble entre monnaie fiat et crédit, finit par noyer la notion même de monnaie. Le brouillard entourant la distinction entre monnaie et crédit rend la mesure précise de la masse monétaire pratiquement impossible. Page 35. La logique keynésienne l'emporte. Tout ce crédit qui se déverse dans l'économie donne l'illusion de la richesse, mais c'est une lourde erreur. La monnaie et le crédit en eux-mêmes ne sont pas des actifs productifs. Ils représentent simplement des titres qui permettent à leurs détenteurs d'acheter des actifs productifs. Ainsi, une augmentation de l'offre de monnaie ou de crédit n'augmentera pas le stock d'actifs productifs dans une économie, pas plus qu'une augmentation du nombre de billets pour aller voir un match de foot n'augmentera la capacité du stade lui-même. Page 98. Comme le rappelle justement Mises, l'expansion du crédit ne peut pas constituer un substitut au capital. Page 51. Et ce crédit déversé sur l'économie met au centre du jeu la Banque centrale et l'État.
Une banque à réserve fractionnaire ne crée pas par magie plus de capital, de main-d'œuvre ou de ressources. Elle permet simplement aux banques centrales de contrôler l'allocation des ressources au détriment des entrepreneurs qui les possèdent. Il s'agit d'une forme de planification centrale qui appauvrit la société dans son ensemble, mais qui enrichit les banques, les gouvernements ou tout individu bien connecté socialement. Sans réserve fractionnaire, le capital et le travail iraient au plus offrant, à l'entrepreneur dont le plan d'affaires semble le plus productif et le plus rentable. Page 99. L'inflation comme vecteur. Bien sûr, la conséquence de tout ce déversement de liquidités est l'inflation. Nous le voyons maintenant. La hausse des prix était en fait présente depuis longtemps, dès le début des années 2000 dans l'immobilier, mais il a été opportunément sorti de l'indice des prix à la consommation par les organismes statistiques comme l'INSEE. C'est ce que j'explique dans mon livre Pouvoir d'achat, le grand mensonge. Saifedean Ammous fait un développement tout à fait pertinent sur le concept d'inflation à partir de l'analyse originale de Michael Saylor, le président de MicroStrategy, qui s'est fait connaître pour ses importants achats de Bitcoin. Il explique que les taux d'inflation calculés par les organismes statistiques n'ont que peu de valeur car chaque personne possède le sien en fonction de son profil. Il propose la notion de l'inflation comme vecteur. Les biens numériques, qui ont des coûts marginaux quasiment nuls, sont peu soumis à l'inflation. Ils peuvent même connaître une baisse de leur prix. Les biens industriels, produits à grande échelle, ont des coûts variables, certes, mais faibles. Par rapport aux investissements de départ, ils subissent une inflation modérée. Les biens dont les coûts variables, matières premières, énergie, main-d'œuvre, sont importants, s'avèrent très sensibles à l'inflation. Les biens intrinsèquement rares subissent le plus d'inflation et d'autant plus s'ils sont durables. Immobilier, œuvres d'art, or, bitcoin, car ils servent de réserve de valeur. Ainsi, les biens abondants et nécessitant un faible coût de production connaissent peu d'inflation. Ceux qui incorporent surtout des coûts variables, matières premières, énergie, sauf le nucléaire, main-d'œuvre si les salaires montent, subissent à plein la hausse des prix et les biens rares et durables, en plus de l'inflation, additionnent un premium quand ils deviennent une réserve de valeur. Plutôt que de se focaliser sur un taux d'inflation global finalement peu concret, chacun, qu'il soit un particulier ou une entreprise, doit évaluer sa sensibilité à ces différents vecteurs de hausse des prix et adapter autant que faire se peut son mode de vie ou son business model, son épargne ou sa trésorerie. En conséquence, la bonne stratégie financière sous un étalon fiat est de constamment contracter autant de dettes que possible, de consciencieusement rembourser dans les délais et d'utiliser cette dette pour acheter des actifs durables qui génèrent des rendements futurs. Page 77. Le lien inflation-dette. Saifedean Ammous fait justement remarquer que la dévaluation de la monnaie fiat stimule la demande de titres de créances qui ne sont pas exposés au risque sur action et qui offrent des rendements compensant l'inflation. Page 377. D'où le succès des obligations souveraines et de l'assurance vie. Mais avec le retour de l'inflation à des niveaux élevés, jamais vus depuis les années 1970, ça ne fonctionne plus. L'inflation persistante, même faible, modifie la valeur de tous les actifs. La fuite inflationniste fiat a déformé les évaluations en dollars américains de ces actifs, obligations souveraines et des sociétés, or, œuvres d'art, immobilier, actions, au-delà de tout niveau raisonnable. Alors que de plus en plus d'investisseurs à la recherche d'une réserve de valeur découvrent la vendabilité intertemporelle supérieure du Bitcoin, il continuera d'acquérir une part croissante des soldes de trésorerie mondiaux. Page 357. Le Bitcoin va progressivement capter le premium de ses actifs, qui incorporent dans leur prix la protection contre l'inflation. Le développement du Bitcoin ne produira pas un effondrement inflationniste des monnaies fiat, ça se fera progressivement, en douceur, selon lui. Page 375. À voir.
Emprunter des dollars pour acheter des bitcoins peut être vu comme une attaque spéculative contre les monnaies fiat. L'attaque spéculative serait donc l'évolution naturelle de ce qui se produit inévitablement lorsqu'une monnaie facile rencontre une monnaie dure amplifiée par la force du crédit fiat. Page 382. C'est ce que fait Michael Saylor, à la tête de MicroStrategy. Il émet des obligations de son entreprise pour acquérir des bitcoins. Mais on ne le conseillera pas aux particuliers, c'est tout de même risqué. Face à la menace grandissante qu'il représente, une répression gouvernementale serait loin d'être un moyen efficace de détruire Bitcoin. Une telle attaque renforcerait probablement le réseau en faisant connaître son potentiel réel et sa proposition de valeur au monde. Page 361. En réalité, la politique gouvernementale qui serait probablement la plus destructrice pour Bitcoin serait la mise en œuvre d'un étalon or similaire à celui de la fin du 19e siècle. Page 369. Mais il y a peu de chances que cela survienne. La primauté du dollar. Mais dans cette montagne de crédit, Amos montre qu'il existe une hiérarchie au-dessus de laquelle trône le roi dollar. La réalité est que toutes les autres devises font partie du second niveau et ne sont que des dérivés du dollar américain. Leur valeur dépend de leur adossement au dollar américain et peut être estimée au mieux comme la valeur du dollar américain avec une décote équivalente au risque du pays. Page 38. Un tel système finit par pervertir complètement le marché de l'argent. En tant que système planifié de manière centralisée, la monnaie fiduciaire ne permet pas l'émergence d'un marché libre du capital et de l'argent où l'offre et la demande déterminent le taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût du capital. Page 39. C'est la Fed qui fixe le taux directeur sur lequel se règle tout le marché. La préférence temporelle. Saifeddin Ammous reprend la notion de préférence temporelle qui est la mesure de la préférence qu'une personne peut avoir pour des biens ou services immédiats plutôt que dans le futur. Une préférence temporelle faible signifie une privation aujourd'hui afin de bénéficier d'une satisfaction dans le futur. Une préférence temporelle forte traduit une vue à court terme, une consommation sans souci du lendemain. C'est la fable de la cigale et de la fourmi de La Fontaine. Cette capacité à se projeter dans le futur est la caractéristique des sociétés développées. Nous pouvons appréhender le développement de la civilisation humaine comme un processus de diminution de la préférence temporelle. Page 114. Et la monnaie fiat encourage une préférence temporelle forte, une survalorisation du présent aux dépens de l'avenir. Le système fiat incite fortement les individus à souscrire des crédits, proposition attrayante pour la plupart des gens, permettant aux prêteurs de créer davantage de jetons fiat. Cela aboutit à une société où tout le monde est endetté et où peu de personnes ont des économies pour l'avenir. Les plus riches sont capables de se protéger dans ces situations en détenant une majorité de leur richesse dans des actifs durs, immobilier, or, œuvres d'art. Mais la majorité de la population détient généralement la plus grande part de son patrimoine dans des actifs monétaires qui sont constamment dévalués par l'inflation, réduisant considérablement leurs espoirs d'un avenir meilleur. Page 121. Cette augmentation de la préférence temporelle n'a pas que des conséquences sur l'économie. C'est toute la société qui est touchée, la vie personnelle également. L'augmentation générale de la préférence personnelle, du raisonnement à court terme et la forte diminution de l'importance accordée à l'avenir semblent sensiblement liées à l'augmentation des conflits interpersonnels entre les individus et à la dégradation des mœurs. Le commerce, la coopération sociale et la capacité des humains à vivre en harmonie les uns avec les autres dans la société dépendent de notre capacité à contrôler nos instincts et à les remplacer par la raison et par la perspective à long terme. Lorsque ces avantages à long terme semblent lointains, alors l'incitation à sacrifier l'instant présent pour obtenir ces fruits indiscernables devient plus faible. Avec peu de perspectives d'avenir, l'incitation à être civilisé et respectueux des clients, des employeurs et de ses semblables est affaiblie.
Plus l'avenir semble incertain pour un individu, plus il est susceptible d'adopter un comportement imprudent qui pourrait le récompenser à court terme tout en le mettant en danger à long terme. Page 123. Très juste remarque concernant l'architecture, la préférence temporelle élevée engendrée par l'étalon Fiat semble encore plus évidente si l'on examine le bien de consommation le plus durable de l'humanité, le bâtiment. Étonnamment, on peut constater que si la technologie industrielle a rendu la construction moins coûteuse et plus facile que jamais, la qualité des bâtiments de façon globale a diminué, tout comme leur espérance de vie. Un fait curieux jusqu'à ce que vous considériez comment la dévalorisation accrue du futur affecte la planification de la construction Fiat. Page 119. Saifeddin Ammous étudie ensuite les dégâts que provoque une préférence temporelle forte, une survalorisation du présent aux dépens du futur, sur plusieurs domaines comme la nourriture ou durant des décennies, pour compenser l'augmentation des prix des produits alimentaires dus à l'inflation monétaire, les gouvernements ont fait la promotion des produits riches en glucides, notoirement bon marché, au détriment de la viande, pourtant très riche en nutriments. Page 127. Il dénonce également le catastrophisme de la transition énergétique qui fournit un récit pour expliquer que l'augmentation des prix du pétrole n'est pas due à l'inflation monétaire, mais à la raréfaction des matières premières qui seraient surconsommées, justifiant des tombereaux de subventions en faveur de technologies alternatives, éoliennes, voitures électriques, qui n'ont pas fait leurs preuves, loin de là. Page 195. Un système dysfonctionnel. Pour un avantage clair, la vendabilité dans l'espace, la monnaie fiat génère plusieurs inconvénients. Le seul avantage de la monnaie fiat est de permettre à l'humanité d'économiser le déplacement de l'or pour les paiements et le règlement des transactions. Les coûts, en revanche, sont incalculables. Nous pouvons classer les effets négatifs des monnaies fiat en 4 grandes catégories. 1. La destruction de la richesse des épargnants par l'inflation. 2. La destruction du rôle de la monnaie dans le calcul économique. 3. Le pouvoir accru du gouvernement à façonner l'économie et la société. Et 4. La probabilité accrue des conflits et leurs coûts. Page 249. Avec la monnaie fiat, avec la planche à billets de la Banque centrale, l'État peut accroître ses dépenses et son déficit sans limite et ainsi intervenir de plus en plus dans l'économie et la société. Il permet aussi, aux plus puissants d'entre eux, les États-Unis, de financer de massives dépenses militaires. La preuve de travail du système fiat repose sur la violence et l'utilisation du pouvoir physique pour subjuguer les adversaires en cas de désaccord. Le système fiat, c'est la loi du plus fort. Page 257. Comme le fait justement remarquer Ammous, les réseaux de paiement du système fiat n'ont pas besoin de la preuve de travail pour fonctionner. Très peu de ressources et d'énergie sont nécessaires pour mettre à jour les registres fiat, mais beaucoup d'énergie est dépensée sous forme de conflits politiques et de guerres pour acquérir la capacité de contrôler ces registres. Page 321. Il en déduit logiquement que Bitcoin ne peut pas mettre fin à la guerre, mais il peut réduire considérablement la capacité de l'État à utiliser l'inflation pour la financer. Page 350. Cette vision étatique, induite par les monnaies fiat, pervertit également le décollage économique des pays émergents. Il n'y a pas de mystère pour parvenir au développement économique. Il s'agit simplement de réunir certaines conditions. La paix, une monnaie saine, ainsi que la liberté des citoyens à travailler, à posséder des biens, à accumuler du capital et de commercer librement. Le seul mystère est de trouver comment planifier le développement d'une économie de manière centralisée, tout en contractant des prêts importants auprès des institutions financières internationales, FMI, Banque mondiale. Page 247. Bitcoin, l'alternative. Bitcoin possède une excellente vendabilité dans le temps, sur le long terme, 4 ans, en dessous la volatilité reste trop élevée,
et sa vendabilité dans l'espace est aussi la plus performante. Alors que l'étalon Bitcoin se concentrait sur la vendabilité de Bitcoin dans le temps, ce chapitre explique comment Bitcoin se compare à la monnaie fiat et à l'or en termes de vendabilité dans l'espace. Page 261. Les frais de transaction en Bitcoin sont indépendants de la distance parcourue et du montant de la transaction. En tant que bien dont la valeur ne dépend pas des obligations liées au crédit, Bitcoin permet au monde d'échapper à la monétisation de la dette et à l'endettement mondial. Contrairement à la monnaie fiat, le Bitcoin est une monnaie qui n'a pas besoin du commandement ou de règles d'une autorité centrale, permettant ainsi une séparation complète de la monnaie et de l'État. Le Bitcoin est en outre une monnaie qui peut rendre obsolètes les nombreux problèmes géopolitiques résultant de l'émission d'une monnaie de réserve mondiale par un seul pays. Page 261. La volatilité du Bitcoin demeure un vrai problème, une limitation considérable, mais l'on peut espérer qu'au fur et à mesure que sa capitalisation augmentera, le cours deviendra plus stable. Autre limitation, le nombre de transactions par seconde, mais Lightning Network permettra le passage à l'échelle. Un système bancaire transformé. Quelle sera l'influence du développement de Bitcoin sur le système bancaire ? Saif Danamous propose plusieurs perspectives pertinentes. Selon lui, Bitcoin ne va pas remplacer les banques, mais ses propriétés monétaires mèneront à un système bancaire significativement différent du système fiat. Page 298. Bitcoin offre une technologie d'épargne avec une vendabilité supérieure à la fois dans le temps et dans l'espace. L'émergence de Bitcoin en tant que bien durable, libéré du fardeau de la dette, fournit à chaque personne dans le monde une alternative convaincante en termes d'épargne. Page 300. Concernant l'immobilier, les actions, les obligations souveraines, les matières premières, dans l'ensemble, la quête de la protection de la valeur contre l'inflation a déconnecté les prix du monde réel. Si le Bitcoin devenait la première protection contre l'inflation, les prix de ces actifs reflèteraient uniquement leur valeur fondamentale résultant de l'offre et de la demande sans le premium accordé à la protection contre l'inflation. Les obligations émises par les États seraient sérieusement concurrencées. La croissance continue du Bitcoin entraînerait probablement une réduction de la demande d'instruments de dette en tant que méthode d'épargne. Près de 100 000 milliards de dollars d'obligations ont été émises par des entités gouvernementales, ce qui en fait sans doute le plus gros malinvestissement dans l'histoire de l'humanité. Les crises financières seraient plus rares. Un système financier construit sur la base d'un actif monétaire dur serait beaucoup plus robuste qu'un système fondé sur des obligations de dette. Un tel système nous mènerait également à beaucoup moins de crises financières et de crises de liquidité. Le fait de monétiser la dette, comme si les promesses de paiement futur étaient équivalentes à des actifs monétaires tels que de l'argent en caisse, crée une fragilité inhérente au système monétaire fiat. Page 307. Le passage à un système de réserve pleine et non plus fractionnaire, et risqué et peu viable, serait un élément rassurant. Le financement de l'économie serait plus sain. Le financement basé sur Bitcoin entraînera probablement une évolution vers davantage d'investissements en actions, plutôt que vers des instruments de crédit et des prêts basés sur les intérêts, ce qui est plus robuste, pas d'effet domino. Voilà, alors tout d'abord, bien sûr, un grand merci à Philippe Herlin pour ce résumé qui restitue si fidèlement l'essence et les principaux thèmes du livre. Un livre structuré en 2 parties, qui s'organise autour de 2 grandes analyses. La première, une analyse comparative de la monnaie fiat et du Bitcoin, et la seconde, une analyse assez systématique de l'influence destructrice du système fiat sur la société. Alors quand on parcourt la première partie, cette analyse comparative fiat-Bitcoin, on se réjouit assez, comme l'indique Philippe Herlin, de voir que cette comparaison, elle est faite non pas à partir du référentiel habituel, le système fiat,
mais à partir du fonctionnement de Bitcoin. Ça veut dire donc que Amos caractérise la monnaie fiat en faisant référence aux processus qui sont à l'œuvre dans Bitcoin et en employant la même terminologie. Et cette perspective assez originale est tout à fait intéressante. Elle ouvre nos yeux sur pas mal de réalités, sachant que oui, le système fiat, on le vit, on le respire, c'est comme un référentiel par défaut dont on ne remet plus en cause les caractéristiques, les principaux sous-jacents. Dans son premier livre, Saifeddin Ammous nous amenait à considérer Bitcoin comme la monnaie la plus dure jamais inventée, et donc la plus à même de jouer efficacement les rôles de réserve de valeur, protégeant la valeur dans le temps, et de moyen de paiement, permettant d'optimiser les échanges de valeur dans l'espace. La thèse de ce premier livre est que Bitcoin, grâce à ses propriétés fondamentales, va s'imposer face à toutes les autres monnaies. Et donc, fort de cette conviction, qu'on partage ou non d'ailleurs, il est tout à fait instructif, mais aussi très amusant de conduire une analyse de la monnaie fiat à travers ce prisme de Bitcoin. Ça inverse un peu la dynamique habituelle, qui voit souvent les adeptes de Bitcoin acculés, en position défensive, tenus de prouver sa supériorité tout en démontrant simultanément l'incohérence et la fragilité du référentiel. Donc là, c'est une toute autre histoire, et c'est une histoire qui se lit très bien dans les talons fiat. Sans doute, du fait de cette approche originale, Ammous rompt quelque peu avec l'image de bitcoiner maximaliste toxique qu'il a pu véhiculer à travers son livre L'étalon Bitcoin, un rôle de pourfendeur du système fiat qu'il cultive à merveille aussi sur Twitter. Là, il prend le soin d'examiner la performance relative de la monnaie fiat et les bonnes raisons qui lui ont permis de supplanter l'étalon or. L'adoption des monnaies fiat par 7 milliards d'individus témoigne en effet de certaines propriétés avantageuses, en particulier la vendabilité supérieure de ces monnaies fiat dans l'espace. Il fut un temps où l'avènement de ces monnaies fiat a permis un accroissement majeur du nombre de transactions. Et cette concession faite, Saifeddin ne manque pas de souligner tous les travers des monnaies fiat, leur perte de valeur dans le temps, littéralement catastrophique, le crédit dont elles sont indissociables, le pouvoir accru aussi qu'elles confèrent aux banques centrales et à l'État sur l'allocation des ressources, l'accroissement inquantifiable de la masse monétaire, synonyme d'inflation. Et tout cela influence la préférence temporelle des agents économiques de façon progressive, insidieuse. Tous les acteurs étant toujours plus incités à développer des stratégies à court terme, à privilégier une rentabilité rapide pour surperformer l'inflation aux dépens de toute ambition de préserver et de poursuivre le développement de notre capital civilisationnel. Alors là, petite parenthèse, ici au sujet de l'inflation. Si vous voulez creuser un peu le sujet, qui est on ne peut plus actuel, eh bien Philippe Erlin a récemment publié un livre super documenté sur le sujet. Je vous en laisse d'ailleurs un lien dans les notes. Je parlais donc de capital civilisationnel, une expression sans doute assez pompeuse, mais dont l'emploi est pas si injustifié à la lecture de la seconde partie du livre. Ammous démontre en effet avec toute l'énergie qu'on lui connaît comment l'augmentation de notre préférence temporelle a, en l'espace d'un siècle à peine, perverti, corrompu, dégradé des pans entiers de la société. Alors tout, ou presque tout, passe au crible de cette analyse. L'agriculture et la nutrition, l'art et l'architecture, la recherche académique et l'éducation, la santé, la famille. Cette analyse décèle pour chacun de ces secteurs les dynamiques destructrices à l'œuvre qui répondent à l'incitation court-termiste imposée par le système fiat. Alors là, encore une fois, on peut sans doute reprocher à l'auteur de mettre tous les maux du monde sur le dos des monnaies fiat. Il faut bien le dire, il est plutôt difficile pour tout à chacun de se faire un avis éclairé sur la chose, à moins d'être soi-même un expert capable de discernement sur tous ces secteurs abordés dans le livre. Si on prend un exemple, je connais vraiment pas grand-chose à l'art, j'en sais encore moins sur l'architecture, et à première vue, la charge assez violente d'Ammous contre la monnaie fiat
qui désigne comme principal responsable de ce qu'il décrit comme une dégénérescence artistique et la négation d'un héritage profond, ça peut me paraître assez excessif. Je me demande si l'art et l'architecture contemporains n'ont pas aussi été influencés par le postmodernisme qui prend tout son essor dans les années 70, mais peut-être me faut-il alors aussi explorer si la pensée postmoderne aurait pu prospérer autant, se développer dans des formes aussi toxiques dans un environnement académique et une société imprégnée par un système monétaire basé sur une monnaie dure. Un étalon Bitcoin privilégierait sans doute des investissements, des travaux de recherche et une éducation contribuant à des améliorations concrètes et durables de la société, là où peut-être l'étalon fiat facilite des expériences intellectuelles et artistiques omnubilées par la déconstruction et le sabotage des fondations de nos cultures. J'en sais pas grand-chose, et tout ça, c'est largement hypothétique. Par contre, je connais beaucoup mieux les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, ainsi que le secteur autoproclamé de l'aide au développement, et là, je dois dire que l'analyse de Saifeddine me paraît très pertinente. Les gains de productivité agricole, cumulés de façon continue après-guerre, si on peut s'en réjouir, se sont faits en partie au détriment de la fertilité des sols, de la diversité génétique dans le monde végétal et animal. Et de manière générale, cette course à la productivité s'est faite aux dépens d'un respect du vivant, d'un lien avec la nature que nous avions cultivé depuis toujours. Et nos modes de production ont réduit la résilience, l'antifragilité des espèces et des écosystèmes. La pulsion court-termiste, cherchant à tout prix à réduire les coûts de l'alimentation pour masquer l'inflation, à augmenter les profits pour la surperformer, a affaibli le vivant. Les plantes que nous cultivons, les animaux que nous élevons sont beaucoup plus vulnérables qu'auparavant. Amous nous décrit aussi bien les dynamiques à l'œuvre dans l'agroalimentaire et la nutrition au travers de ce prisme de l'élévation de la préférence temporelle. Et je dois dire qu'il propose une grille de lecture assez convaincante, sans doute à nuancer, mais tout de même bougrement convaincante. Même chose pour le secteur de la prétendue aide au développement, secteur que je connais bien, et pour lequel l'analyse de Saifeddine Ammous s'avère très pertinente à de nombreux égards. J'en parle un petit peu sur la page à propos du site BTC Touchpoint, si cela vous intéresse. Mais en réalité, c'est un sujet passionnant qui mérite qu'on lui consacre un épisode tout entier. C'est sans doute quelque chose que j'ai intérêt à programmer pour les mois à venir. D'ailleurs, en fait, toute cette seconde partie du livre est vraiment super intéressante et justifie à elle seule d'acheter ce bouquin, ne serait-ce que pour recueillir un avis qui tranche pas mal avec la perspective mainstream et qui semble s'appuyer sur des données fiables. Voilà, donc à la lecture de l'étalon fiat, on se dit que certes, la monnaie fiat a conduit à quelques améliorations en termes de facilité d'échange de la valeur dans l'espace, en termes d'augmentation massive du nombre de transactions, mais on comprend également que le système monétaire fiat draine toutes les énergies de la société, incite à des comportements destructeurs qui appauvrissent nos civilisations, les amputent d'une bonne partie du génie humain, de tout ce potentiel de créativité qui, s'il continue quand bien même à s'exprimer chaque jour, c'est bien en dépit et non grâce au système fiat. Voilà, donc petite conclusion personnelle. À mon sens, l'étalon Bitcoin s'impose non pas comme une révolution à proprement dit, mais plutôt comme une évolution nécessaire, trop longtemps différée, qui sera donc douloureuse pour un monde financier qui, dans son ensemble, soucieux de protéger ses intérêts, s'est fermé à l'innovation, l'a cloisonné à son avantage, et s'est en bonne partie enfermé dans un déni et des croyances qui l'ont définitivement coupé de sa mission de service qu'il doit rendre aux acteurs de l'économie réelle. Donc voilà, prends le temps de commander ce livre sur Consensus Network ou ailleurs, lis-le, fais-le circuler autour de toi. C'est une très bonne utilisation de ton temps et de ton argent, et les conditions de bear market actuelles se prêtent parfaitement à ce type d'études. Même chose, abonne-toi à ce podcast et fais-le connaître autour de toi. Merci en tout cas pour toute l'attention que tu as portée à cet épisode. Je te souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, et je te dis à très bientôt. Ciao.